Bonjour tout le monde. Donc on va commencer un cours qu'on a déjà commencé en cours justement sur mouvement et interaction. Donc qu'est-ce qu'un mouvement, qu'est-ce qu'une interaction? Pour un mouvement, on aura besoin de définir plusieurs choses, dont par exemple le vecteur position, un vecteur donc, un vecteur vitesse, et l'année prochaine, vous verrez le vecteur accélération pour ceux qui continueront la physique-chimie. Donc on aura besoin de parler de vecteurs pour les mouvements. Et les interactions, au niveau des interactions, on va parler de force. Les forces aussi, pour les forces, on aura besoin aussi du vecteur mathématique. Donc, je vais parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'un vecteur. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la mécanique? Donc, la mécanique, la plupart d'entre vous, vous avez l'habitude d'entendre ce mot-là quand on parle de voiture, de moteur, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas. Regardez ici, c'est un joueur de golf qui lance une balle de golf. Donc lui, son mouvement à lui, c'est celui-ci. Donc le club de golf a un mouvement de rotation, on va dire. Et pour l'instant, dans le même moment, en fait, la balle de golf, elle a un mouvement qui est pratiquement rectiligne. En fait, ça va être une parabole. Donc, qu'est-ce que la mécanique? C'est l'étude du mouvement, tout simplement. Donc, tant que quelque chose a un mouvement, on peut étudier sa mécanique. Et pour décrire un mouvement, on ne peut pas le décrire dans l'absolu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de définir un endroit à partir duquel on va observer. Par exemple, si je vous dis ici que ce personnage lance la balle vers la droite, ça ne veut rien dire parce que c'est par rapport à moi. Si je m'étais trouvé de l'autre côté du joueur de golf, j'aurais dit qu'il lançait la balle vers la gauche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le référentiel. Très 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 important. Je vous laisserai lire ça tout seul. Là, je fais un résumé, donc j'essaie d'aller assez vite. Donc pour décrire un mouvement, on a besoin de 4 choses. Il faut 4 critères. Donc dès qu'on vous pose une question, quel est le mouvement de telle chose, il faut absolument que vous répondiez avec 4 critères. Donc le premier critère, vous définissez le système étudié. Qu'est-ce que le système étudié? C'est l'objet ou l'ensemble des objets qui sont liés entre eux et dont on étudie le mouvement. Tout à l'heure, c'était la balle de golf. Imaginez, comme je vous avais fait en classe, que je lance plusieurs clés. Si elles ne sont pas liées entre elles, chaque clé est un système. Par contre, si c'est un trousseau de clés, elles sont liées entre elles, dans ce cas-là, je peux étudier le mouvement du trousseau de clés dans son ensemble, parce que chaque clé ne va pas avoir une trajectoire propre. Donc si je lance le trousseau de clés, toutes les clés vont aller au même endroit. Donc là, je pourrais étudier le mouvement du système trousseau de clés. En général, quand on dit système quelque chose, on le met entre accolades. Donc on fait des accolades et on parle du système trousseau de clés, par exemple. Système entre accolades, trousseau de clés. Donc premièrement, définissez le système étudié. Deuxièmement, définissez le référentiel d'étude. Donc à partir d'où vous observez. Donc le référentiel, c'est l'objet de référence, c'est pour ça que ça s'appelle un référentiel, objet de référence à partir duquel on étudie le mouvement du système étudié. Et en général, l'objet de référence, je vais vous en donner quelques-uns tout de suite. Donc ce que vous devez connaître, c'est le référentiel terrestre. Ça, on va l'utiliser pour tout ce qui a lieu sur Terre, sur la surface de la Terre. Donc le référentiel terrestre, tout ce qui a lieu sur la Terre. Par exemple, si vous observez le mouvement d'une balle de foot, d'un ballon de basket, d'une balle de golf, le mouvement d'une voiture, le mouvement de... Peu importe, tout ce qui est sur Terre, ce sera le référentiel terrestre. Et après, on peut être un peu plus précis. Dans le référentiel terrestre, on peut dire le référentiel qui est lié à telle chose qui est sur Terre. Mais si vous dites référentiel terrestre, ça suffit. Deuxième référentiel que vous devez connaître, le référentiel géocentrique. Géo, ça veut dire Terre aussi. Mais géocentrique, c'est le centre de la Terre. Donc cette fois-ci, c'est le référentiel qui est lié au centre de la Terre. Donc comme ce n'est pas la surface de la Terre tourne avec la rotation de la Terre, alors que le centre de la Terre ne tourne pas. Donc ça, en fait, ça va être utile pour observer tout ce qui tourne autour de la Terre. Comme ça, on n'aura pas deux rotations en même temps, donc celle de la Terre propre, plus celle qui tourne autour de la Terre. Donc on va, par exemple, quand on voudra observer la Lune,
qui tourne autour de la Terre ou un satellite artificiel qui tourne autour de la Terre, on prendra le référentiel géocentrique. Donc tout ce qui a lieu sur Terre, ce sera le référentiel terrestre. Tout ce qui tourne autour de la Terre, on prendra le référentiel géocentrique. Et le troisième référentiel que vous devez connaître, c'est le référentiel héliocentrique. Hélios, ça veut dire soleil. Donc héliocentrique, ça veut dire le centre du soleil. Donc vous l'avez deviné, normalement, on utilisera le référentiel héliocentrique pour tout ce qui tournera autour du soleil. Donc dès que vous avez centrique, c'est par rapport à ce qui tourne. Géocentrique, tout ce qui tourne autour de la Terre, géo. Héliocentrique, tout ce qui tourne autour du soleil, hélios. Qu'est-ce qui tourne autour du soleil? Les planètes, par exemple. Par analogie, dans un exercice, je peux vous donner par exemple, on observera un satellite de Jupiter, par exemple, Io. Si on observe un satellite de Jupiter, qu'est-ce qu'on va utiliser comme référentiel? Sachant que ce n'est pas un référentiel à connaître. On utilisera le référentiel jupiterocentrique. Pourquoi? Parce que c'est ce qui tourne autour de Jupiter. Si on observe un satellite de Saturne, on prendra le référentiel saturnocentrique. Par contre, imaginez maintenant que vous soyez sur Mars et vous observez quelqu'un en train de jouer au foot sur Mars. Donc l'objet d'étude, le système, ça va être le ballon qui est sur la surface de Mars. Donc le référentiel qu'on prendra pour étudier ce mouvement, ce ne sera pas le référentiel marsocentrique parce que ça ne tourne pas autour de Mars, mais c'est sur Mars. Donc on prendra le référentiel martien, comme le référentiel terrestre si on est sur Terre. Donc j'espère que c'est clair par rapport au référentiel. Donc première chose à donner quand on vous demande un mouvement, le système étudié. Deuxième chose, le référentiel d'étude. Référentiel terrestre, géocentrique ou héliocentrique, même s'il en existe d'autres comme je viens de vous le dire. Et ensuite, la troisième chose que vous devez donner, là, ce sera plutôt le mouvement à proprement parler. Donc ce sera la trajectoire. Donc qu'est-ce que la trajectoire? Ça correspond aux différentes positions prises par le centre de masse du système au cours du temps. Par exemple, imaginez que vous arriviez à prendre une photo toutes les 10 millisecondes. Donc, si vous prenez une photo toutes les 10 millisecondes d'un objet qui a un mouvement, dans ce cas-là, la trajectoire, ce sera, si vous mettez toutes les photos, si vous les superposez, on appelle ça une chronophotographie, ça vous donnera la trajectoire. Donc ce sont les différentes positions prises par le centre du système au cours du temps. Et pour ça, on aura besoin de définir un repère d'espace. Parce que quand on place un point, il faut qu'on le place quelque part. Donc ce point-là, on va le placer dans un repère, comme en mathématiques. Le repère OXY par exemple. Et des vecteurs unitaires, ça on verra ça tout à l'heure. Donc la position du centre de masse du système sera alors notée G. Pourquoi G? Peut-être parce qu'avant on l'appelait centre de gravité, c'est possible. Et donc ce vecteur, ce sera le vecteur OG. Donc le vecteur entre l'origine du repère et le centre de masse du système. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'une trajectoire? De quel type peut être une trajectoire? Donc vous avez 4 types de trajectoires à connaître. Le premier type de trajectoire, ça va être une trajectoire rectiligne. Ça, c'est quand les différentes positions prises par le centre de masse du système forment une droite. On dit que la trajectoire est rectiligne. La deuxième trajectoire possible, c'est la trajectoire circulaire. Ça, c'est quand les différentes positions prises par le centre de masse forment un cercle. Donc on dit qu'on a une trajectoire circulaire. Troisième trajectoire possible, la trajectoire parabolique. La parabole, c'est quelque chose qui est comme ça. C'est quand vous lancez un objet avec un certain angle, par exemple un ballon de foot, vous le lancez, il va retomber. Donc, il s'élève, il atteint un maximum, puis il retombe. Ça, c'est ce qu'on appelle une parabole ou une trajectoire parabolique. Donc, lorsqu'un système, au cours du temps, prend différentes positions et que ces différentes positions forment une parabole, on dit qu'on a une trajectoire parabolique. En mathématiques, une parabole, c'est une équation du second degré que vous verrez normalement l'année prochaine, pour ceux qui feront spécialité mathématiques.
Et dernier type de trajectoire, c'est la trajectoire curviligne. Et ça, c'est quand on n'a ni une trajectoire rectiligne, ni une trajectoire circulaire, ni une trajectoire parabolique. Donc c'est quand c'est une trajectoire aléatoire. Par exemple, vous êtes sur un grand 8, ça va dans tous les sens. On dit qu'on a une trajectoire curviligne. Ça veut dire curve, ça vient de courbe. Donc ça veut dire qu'on a une courbe quelconque. Et dernière chose qu'on doit définir pour un mouvement, c'est la vitesse ou l'évolution de la vitesse du système. Quand on parle d'évolution de la vitesse, ça veut dire que la vitesse évolue au cours du temps, soit elle augmente, soit elle diminue. Et là, on parle d'accélération. Et vous verrez plutôt ça l'année prochaine. Donc si la vitesse est constante, on dit que le mouvement est uniforme, donc pas d'accélération. Donc j'insiste sur ça, si la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Ne dites pas l'inverse. Ne dites pas si la vitesse est uniforme, le mouvement est constant, par exemple. Le mouvement est uniforme si la vitesse est constante. Si maintenant la vitesse varie, on dit que le mouvement est accéléré. Premier type, si la vitesse augmente, l'accélération est positive. Et deuxième type, si la vitesse diminue, l'accélération est négative. Parfois, on peut dire plutôt que le mouvement accéléré dans les deux cas. Parfois, certains disent que lorsque la vitesse augmente, on a un mouvement accéléré, et lorsque la vitesse diminue, on a un mouvement décéléré. Donc accéléré lorsqu'elle augmente, décéléré lorsqu'elle diminue. Mais en fait, les deux, c'est en réalité une accélération. Là, une accélération positive, et là, une accélération négative. Donc si vous dites l'un ou l'autre, ça fonctionne. Bien sûr, en terminale, le mieux, ce sera de dire accéléré pour les deux cas. Donc, exemple, si je vous demande le mouvement de la Lune, euh, la question, ce sera simplement quel est le mouvement de la Lune? Je peux vous donner le référentiel, mais le mieux, c'est que vous le donniez vous-même. Donc là, la phrase type que vous devrez donner, c'est une phrase qui regroupe ces quatre choses-là. Le système, le référentiel, la trajectoire et la vitesse, ou évolution de la vitesse. Donc là, je vous ai mis le code couleur. Le système, ça va être en rouge. Le référentiel d'étude, ça va être en bleu. La trajectoire, ça va être en violet. Et la vitesse, ça va être en vert. Donc, qu'est-ce qu'on dira? On dira, que le mouvement de la Lune, c'est le système étudié, dans le référentiel géocentrique. Pourquoi? Parce que la Lune tourne autour de la Terre, donc on prend le référentiel géocentrique, est circulaire, parce que les différentes positions prises par la Lune au cours du temps, ou prises par le centre d'inertie de la Lune au cours du temps, forment un cercle. En réalité, c'est plus une ellipse, donc un cercle un tout petit peu aplati, mais là on fera comme si c'était un cercle. Donc est circulaire et uniforme. Pourquoi uniforme? Parce que la vitesse de la Lune est constante, à peu près. Vous verrez plus tard que ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est très très léger. La différence est très très légère. Donc, si tout ne fonctionne pas, c'est bon, c'est ce que vous avez ici. Donc la trajectoire de la Lune par rapport au référentiel géocentrique est circulaire et uniforme. Par contre, si on avait pris le référentiel héliocentrique, bah, la Lune, elle ferait un truc bizarre, elle ferait une sorte de cycloïde comme ça. Elle tournerait autour de la Terre et en même temps autour du Soleil. Donc là, on ne pourrait pas dire que c'est une trajectoire circulaire. Par contre, la Terre a bien une trajectoire circulaire autour du Soleil, même si en réalité, c'est plus une ellipse. Donc ça, c'est ce qu'on a ici, pour la Lune autour de la Terre, autour du Soleil, pardon. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Donc maintenant, pour étudier un mouvement, on aura besoin d'étudier des vecteurs. Pourquoi? Parce que la vitesse, c'est un vecteur, le vecteur position, c'est un vecteur, les forces qui sont à l'origine du changement du mouvement ou de l'impulsion d'un mouvement, donc les forces sont aussi des vecteurs. Donc on va les modéliser par des vecteurs. Donc qu'est-ce qu'un vecteur? Je ne vais pas vous faire tout le cours de mathématiques, hein, je vais vous faire un truc assez basique. Donc un vecteur, c'est un segment de droite. Pour un vecteur AB, c'est un segment de droite orienté et qui a trois caractéristiques. Première caractéristique, elle a une norme AB. Parfois, on parle de valeur AB ou intensité. Et ça représente la longueur du segment. Donc si par exemple vous faites un segment de 3 cm, ben, la norme de AB, ça va être 3 cm. Donc là, vous avez deux points A et B.
Là, vous avez un segment qui a une certaine longueur. Cette longueur, c'est la norme. Ensuite, on a une direction. C'est quoi la direction? C'est toujours porté par une droite. Donc, je vous conseille toujours, quand vous avez un vecteur, de donner les 2 points. Même si on ne vous les donne pas, donnez 2 points. Vous inventez les 2 points, le début du vecteur et la fin du vecteur. Et cette droite, c'est la droite AB. Donc, la direction est portée par la droite AB. La droite AB, c'est tout ça. Je vous rappelle, hein, ça c'est du primaire, qu'une droite, on la met toujours entre parenthèses. Et dernière chose, elle a un sens. Donc le sens, ça peut être, pour ce vecteur-là, ça peut être soit AB, soit BA. Mais là, comme on a AB avec la flèche vers le B, ça veut dire que le sens, c'est de A vers B. Et vous voyez bien ici que quand vous avez 2 points, c'est assez simple. La norme, c'est la longueur entre le point A et le point B. La direction, c'est la droite AB. Et le sens, c'est de A vers B. Ensuite, on aura besoin d'additionner des vecteurs. Comment est-ce qu'on additionne des vecteurs? C'est très simple. Donc, pour additionner des vecteurs, il suffit de les positionner les uns à la suite des autres. Donc parfois, vous avez des vecteurs il y en a un qui commence sur une feuille à gauche de la feuille, un autre qui est à droite, en bas, etc. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est reprendre ces vecteurs-là et les mettre les uns à la suite des autres. Ça veut dire que la fin d'un vecteur, la flèche, on va commencer le vecteur suivant ici, sur cette flèche-là. Et donc le point de départ et le point d'arrivée de cette succession de vecteurs formera la somme des vecteurs. Et cette somme de vecteurs, on appelle ça la résultante. Donc exemple, imaginez que je vous dise, je veux avoir la somme des vecteurs AB plus BC plus CD. Donc d'abord, je vais tracer ces vecteurs-là, AB, BC, CD. Là, c'est assez simple. Le vecteur AB, il est ici. Le vecteur BC, il commence à la fin du vecteur AB, donc il est déjà à la suite, donc pas besoin de le positionner. Et le vecteur CD, il est à la suite de la fin du vecteur BC. Donc ils sont déjà tous positionnés. Donc on a juste à prendre le point de départ de tous ces vecteurs-là et le point d'arrivée. Donc le point de départ, c'était A, le point d'arrivée, c'est D. Donc la somme des forces, ça va être celui-ci. On va appeler le vecteur AD. C'est la résultante. Un peu plus compliqué maintenant. Si vous avez des vecteurs U, V et W, ce vecteur U il est là, le vecteur W est ici, le vecteur W est ici. Donc là, ils ne sont pas déjà les uns à la suite des autres. Donc il faut simplement les mettre les uns à la suite des autres. J'ai le vecteur U, je vais le laisser ici. Ensuite le vecteur V, donc je vais venir le positionner sur le vecteur, à la fin du vecteur U, donc ici. Et le vecteur W, je vais venir le positionner à la fin du vecteur V. Donc ici. Donc quelle est la somme de ces 3 vecteurs? Ça va être le début du vecteur U et la fin du vecteur W. Donc la somme des vecteurs U plus V plus W, ça va être ça, la résultante. Donc c'est assez simple, hein. Il faut juste retracer les vecteurs les uns à la suite des autres. Petit cas particulier qui peut être utile la plupart du temps, en fait. La plupart du temps, on a 2 vecteurs qui partent du même point. Dans ce qu'on fera, en tout cas, par exemple, pour le vecteur delta V, variation de vitesse. Quand vous avez 2 vecteurs qui partent du même point, on va donner la même technique que tout à l'heure. Vous avez AB plus plus AC, pardon. Pour faire AB plus AC, je vous avais dit que le vecteur AC, il faut le positionner à la fin du vecteur AB. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et finalement, le vecteur AB plus AC, ça va être celui-ci. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est AB plus AC. C'est pareil que AC plus AB. Donc j'aurais pu faire AC ici, et le AB, donc qui est ici, je le positionne ici. Donc AC plus AB, vous voyez que ça revient même que AB plus AC. Le début du vecteur est ici, la fin du vecteur est ici. Donc la somme, c'est AB plus AC. Et on se rend compte que c'est, en fait, au début, vous aviez que 2 vecteurs, et on a tracé le parallélogramme qui correspond. Et la diagonale du parallélogramme, c'est le vecteur somme des forces, somme des vecteurs, pardon.
Donc c'est la somme des deux vecteurs. Donc ça vous permet justement de tracer plus simplement la somme de deux vecteurs qui partent d'un même point, en traçant un parallélogramme et sa diagonale. Et maintenant, donc on a vu comment on additionnait les vecteurs, maintenant comment est-ce qu'on soustrait deux vecteurs. Pour soustraire deux vecteurs, c'est très simple. C'est la même chose que pour additionner deux vecteurs, sauf que le vecteur V, donc si on veut soustraire U et V, c'est comme si on faisait U moins V. Et vous avez vu en mathématiques, depuis la primaire, que si je fais 3 plus 2, 3 moins 2, pardon, c'est comme si je faisais 3 plus moins 2. Ça revient même. Donc là, c'est la même chose. Vu que U moins V, c'est comme U plus moins V, donc là, ça devient une addition. C'est U plus moins V. Mais j'additionne quoi? Pas U et V, mais U et moins V. Donc, U moins V, c'est U plus moins V. Donc si j'ai un vecteur U et un vecteur V ici, le vecteur V, je le ramène à la fin du vecteur U, sauf que je ne veux pas additionner U et V, je veux additionner U et moins V. C'est quoi le vecteur V par rapport au vecteur moins V? C'est quoi le vecteur moins V plutôt par rapport au vecteur V? Ben, c'est juste la même norme que ce vecteur-là, la même direction, mais le sens inverse. Ça veut dire qu'au lieu de partir d'ici et d'arriver ici, je vais partir de là et je vais arriver là. Dans ce cas-là, comme je dois commencer ici, donc je vais prendre le vecteur moins V comme ça. Donc le vecteur, ça c'est le vecteur U plus V. Ici on a le vecteur moins V, donc ça c'est le vecteur U moins V. Donc j'espère que c'est clair. Il faut simplement prendre le vecteur moins V au lieu du vecteur V. Et là vous avez le U moins V. Donc là on va arriver à ce qu'il y a un vecteur position, c'est ce qui va nous servir par la suite. Cette année peut-être un peu moins, donc ceux qui ne comprennent pas tout à fait ça maintenant, c'est pas très grave. Mais pour ceux qui feront de la physique-chimie l'année prochaine, c'est bien de le savoir dès maintenant. Donc une fois qu'on a posé le repère, on peut alors positionner un objet dans le plan ou dans l'espace. Nous, on va le faire dans le plan, c'est un peu plus simple, à l'aide de ces deux coordonnées, quand c'est dans le plan, ou trois coordonnées quand c'est dans l'espace. Trois coordonnées, on ne le fera pas. Donc si on prend un ballon de basket qui est situé en G1 par exemple, à l'instant T1, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un repère. Dans un repère, on a l'origine, O, et les deux axes, X et Y. Et comme ici, en fait, c'est un repère dans lequel on va mettre des vecteurs, donc on aura besoin de vecteurs unitaires. Donc le vecteur unitaire, ce sera le vecteur I ici, pour l'axe OX, et le vecteur J pour l'axe OY. Unitaire, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que le vecteur I, il a la même direction que l'axe OX, il a le même sens que l'axe OX, donc dans le sens des X croissants, mais sa norme est de 1, donc 1 cm par exemple. C'est pour ça qu'on dit unitaire. Unitaire, c'est unité. J, c'est pareil. Il est dans la même direction et même sens que l'axe des OY, mais sa valeur, sa norme est de 1 cm. Donc, ici, on a x1, y1, donc ça veut dire que le ballon de basket va être ici, au point G1, qui a pour coordonnées x1, y1. Et on vous dit qu'à l'instant T2, il sera en G2, donc à x2, y2. Imaginez que le ballon de basket fasse quelque chose qui est comme ça. Il aille vers la droite. Donc, au point, à l'instant T2, il sera ici, au point G2. Donc, on peut écrire les vecteurs position OG1 et OG2. Donc, ça veut dire que à l'instant T1, le ballon de basket sera ici. Donc, je peux donner le point G1, qui a pour coordonnées x1 et y1, ou alors je peux donner le vecteur position OG1. Et le vecteur position OG1, ça va être x1, y1 aussi. Mais x1 selon quoi? Selon i. Et y1 selon quoi? Selon j. Donc x1 fois i plus y1 fois j. Donc, ça veut simplement dire que OG1, ce vecteur-là, ce sera égal à ce vecteur-là, plus ce vecteur-là. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on fait l'addition de deux vecteurs, 1 plus 2. Donc je suis parti de là, je suis arrivé à là, donc ça revient au même. C'est la somme des deux vecteurs. Donc OG1 est ici. Donc OG2, vous l'aurez compris, c'est x2i plus y2j. Donc il est ici.
En réalité, je ne l'ai pas très bien fait, hein. La pointe du vecteur doit être ici, et pas ici. Donc maintenant, on peut aussi écrire le vecteur G1, G2. Pourquoi? Parce qu'en fait, la balle va de G1 à G2. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus le vecteur G1, G2 que OG1 et OG2. Donc c'est quoi le vecteur G1, G2? C'est celui-ci. Il est égal à quoi? Donc, comme je pars de là et j'arrive ici, je peux faire un petit détour. C'est comme si je partais de là, je revenais au point O et que je repartais du point O au point G2. Donc c'est un peu spécial de faire ça, mais bon. Vous verrez que c'est très très utile pour décomposer, le calcul est plus simple. Donc si je fais ça, ça veut dire que c'est moins le vecteur OG1, parce que c'est la même direction, même norme, mais le sens est différent. Donc c'est moins OG1, ou alors c'est G1O plus OG2. Donc G1O plus OG2. Et je vous avais dit que G1O, c'était moins OG1. Donc moins OG1 plus OG2. Donc finalement, si j'inverse ces deux-là, ça revient même, hein, si je fais moins 3 plus 5, c'est comme si c'était 5 moins 3. Donc là, je vais faire OG2 moins OG1. Donc OG2 moins OG1. Et qu'est-ce que ce OG2 moins OG1? On verra tout à l'heure, justement, quand on parlera de vitesse, c'est une variation. C'est une variation. Quand on a quelque chose de final moins initial, on appelle ça une variation avec un delta. On le verra tout à l'heure. Donc G1, G2, c'est égal à OG1, OG2 moins OG1, donc c'est égal à ça. Non, pardon, ça plutôt. X2i plus Y2j moins, entre parenthèses, X1i plus Y1j. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Mais si je veux connaître les coordonnées de ce vecteur-là, je vais mettre les i ensemble et les j ensemble. Là, normalement, vous l'avez déjà fait en mathématiques. Donc les i ensemble, ça va faire x2 moins x1, les deux c'est selon i, donc je factorise, plus y2 moins y1, le tout selon j. Donc les coordonnées du vecteur G1, G2, ça va être x2 moins x1 et y2 moins y1. Vous l'avez fait pour le vecteur AB par exemple en mathématiques. Pour le vecteur AB, c'est xb moins xa et yb moins ya. Donc c'est exactement la même chose. Autrement dit, dans ce dessin-là, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que ce vecteur-là, c'est égal à, si je le décompose, c'est égal à ce vecteur-là, plus ce vecteur-là. Ce vecteur-là, c'est x2 moins x1, selon i, et ce vecteur-là, c'est y2 moins y1, selon j. Donc c'est ce que j'ai ici, x2 moins x1 selon i, et y2 moins y1 selon j. Donc ça, plus ça fait bien ça. Parce qu'on est parti du même point, et on est arrivé au même point. On est parti du point G1, on est arrivé au point G2, dans les deux cas. Soit si je vais directement, soit si je fais un détour. Maintenant, qu'est-ce qu'une force? On a vu ce qui était un vecteur, c'est le plus important. Donc comment est-ce qu'on additionnait deux vecteurs? On a vu le vecteur position. Maintenant, qu'est-ce qu'une force? Parce que c'est ce qui va être le plus important pour tout ce qui est mécanique. Vous verrez ça tout à l'heure et puis l'année prochaine aussi. Donc une action mécanique, elle a deux effets. Soit elle impulse un mouvement, ça veut dire quelque chose qui a été immobile. Si tout d'un coup il a un mouvement, c'est parce qu'il y a une force qui a agi sur lui, sur ce système-là. Soit si ce système avait déjà un mouvement, donc pour modifier ce mouvement-là, pour le modifier, ça veut dire soit lui faire changer sa vitesse, donc le faire accélérer ou décélérer, ou soit lui faire changer de trajectoire. Dans ce cas-là, c'est une force qui va avoir cet effet-là. Par exemple, moi, si j'avance tout droit sur des patins à glace, qu'est-ce qui va me faire changer de trajectoire? Si quelqu'un me pousse vers la gauche ou vers la droite, ou alors ça c'est pour changer la trajectoire, ou s'il me pousse de derrière, je vais accélérer, s'il me pousse de devant, je vais décélérer. Donc voilà, pour une force, on a 4 caractéristiques. Comme une force est un vecteur, on a les 3 caractéristiques d'un vecteur, donc norme, direction et sens, et on a une quatrième caractéristique en plus par rapport au vecteur, c'est le point d'application. Donc ça veut dire où est-ce qu'on va positionner ce vecteur. Parce qu'en mathématiques, un vecteur U, que vous le positionnez au point 0, au point O, pardon,
donc origine du repère, où tu veux le positionner au point A de coordonnées 3, 4 par exemple, c'est le même vecteur. En physique-chimie, c'est aussi le même vecteur en physique, mais ça n'a plus de sens. Si par exemple je vous dis le poids d'un objet, je le positionne sur le centre de masse de l'objet, c'est logique. Mais si ce poids-là, donc le vecteur, je le positionne dans le vide, ça n'a plus de sens. Parce que le poids, il correspond à un objet précis, à un système. Donc si je le mets ailleurs, ça n'aura plus de sens. Donc ça, je ne reviens pas dessus. Si peut-être la direction, c'est la droite, la norme, c'est la taille, et le sens, c'est de ce point-là à ce point-là. Donc si vous avez par exemple un point A ici et un point B ici, vous dites de A vers B. Donc l'unité d'une force, c'est toujours le newton, quelle que soit la force. Ici par exemple, vous avez une force magnétique, parce que vous avez un aimant. Ici, vous avez une force qui est due au fait que la Terre attire la petite masse ici, donc c'est le poids. Et ici, vous avez la tension du fil, T. Donc, trois forces auxquelles est soumise cette petite boule. Ces trois forces ont la même unité. Cette unité, c'est le newton. Attention, donc sur les schémas, parfois, on vous indique le vecteur vitesse, c'est un vecteur. Une force, c'est aussi un vecteur. Par contre, c'est la seule chose qui est commune entre ces deux choses-là, entre une force et une vitesse. C'est le fait que ce soit un vecteur. Mais la vitesse n'est pas une force. Donc je répète, la vitesse n'est pas une force. Donc si on vous demande de faire le bilan des forces, ça veut dire de mettre toutes les forces qui agissent sur un système dans un dessin, ne mettez pas la vitesse. Ou alors si dans un dessin, un schéma, vous avez tous les vecteurs, donc vous avez plusieurs forces et vous avez aussi la vitesse, et qu'on vous demande de me donner le bilan des forces, donc quelles sont les forces qui s'appliquent sur le système, ne mettez pas la vitesse avec. Donc la vitesse n'est pas une force. Donc le point d'application va être important. En fait, il va être de deux, il y aura deux cas. Premier cas, si on a une force par contact, une force de contact. Dans ce cas-là, c'est quand on a une force qui nécessite un contact entre le système et la chose qui a exercé cette force sur lui. Exemple, un coup de poing. Donc le contact, c'est entre le gant de boxe de ce personnage-là et les côtes de ce personnage-là. Donc le point de contact, c'est pas un point, mais c'est une grande surface. Toute cette surface-là, en fait, il y a un contact entre le gant de boxe et le corps du boxeur. Donc dans ce cas-là, on verra comment mettre cette force-là. Deuxième cas, c'est une force à distance. C'est une force donc qui est exercée sans qu'il y ait besoin de contact entre les systèmes et ce qui exerce la force. Exemple, c'est un exemple qui n'existe pas, mais je vais vous donner un exemple qui existe ensuite. La force des maîtres Jedi. Donc ici, vous avez Anakin Skywalker qui envoie une pomme vers, je me souviens plus de son nom. En tout cas, qui envoie une pomme vers là-bas. Donc il exerce une force sur cette pomme-là. Sauf que cette force n'est pas, comment dire, cette force n'est pas de contact. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Donc, le point d'application d'une force de contact se situe au point de contact, ou au centre de la surface de contact entre le système et l'objet qui exerce une force sur lui. Ça veut dire que par exemple, dans cet exemple-là, comme il y a contact sur toute cette surface-là. Mais sauf que je ne peux pas mettre des vecteurs partout ici, là. Donc je vais mettre un seul vecteur au centre de cette surface-là. Donc ici à peu près. Ça va être ça le point G. Donc la force va être dessinée comme ça. Maintenant pour le maître Jedi, le point d'application d'une force à distance se situe au centre de masse du système. Pourquoi au centre de masse du système? Parce qu'en fait, quand on a une force qui s'exerce à distance, cette force elle s'exerce sur tous les atomes de la pomme ici. Sur tous les atomes. Si elle ne s'exerçait pas sur tous les atomes, si elle s'exerçait que sur les atomes qui sont en périphérie de la pomme, par exemple, ça voudrait dire que seuls ces atomes-là auraient le mouvement vers la droite.
et les autres atomes de la pomme resteraient sur place. Mais ce n'est pas ce qui se passe là. Tous les atomes s'en vont ensemble. Donc, tous les atomes, il y a une force qui s'exerce sur tous les atomes de cette pomme-là. Donc, ce qu'on va prendre, c'est, pour faire la synthèse de tout ça, on va prendre le centre de masse ou centre d'inertie de la pomme. Et on va exercer, on va tracer le vecteur ici. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc soit la force est de contact, dans ce cas-là, vous prenez le centre de la surface de contact, soit la force est à distance, dans ce cas-là, vous prenez le centre de masse ou centre d'inertie du système pour point d'application. Donc je vais donner quelques exemples. Les forces de contact, ça peut être par exemple tension d'un fil. Tension d'un fil, ça veut dire que le fil est en contact avec la chose qu'il retient. Donc c'est une force de contact. Un coup de poing, là je viens de vous le donner. Une force de frottement. Pour qu'il y ait frottement, il faut absolument qu'il y ait contact entre le sol, par exemple, et la chaussure. Frottement entre la chaussure et le sol, par exemple. Frottement de l'air, c'est pareil. Quand on court, on sent des frottements de l'air. Pourquoi? Parce que le vent, donc les molécules d'air, nous touchent. Donc il y a contact. Donc tout ça, ce sont des forces de contact. Donc quelles sont les forces à distance maintenant, à part celle du Jedi qui n'existe pas en réalité? Donc la force qu'exerce la Terre sur nous, ou n'importe quel autre astre sur nous. Donc les forces gravitationnelles ou poids, c'est une force à distance. La force magnétique, donc les aimants, c'est une force à distance, etc. etc. Petite parenthèse, une force gravitationnelle, c'est une force qui s'exerce entre deux masses. En général, on parle de force gravitationnelle quand on a deux grosses masses, par exemple des planètes, ou des planètes et des étoiles, etc. etc. Ou alors des satellites et une planète. On ne parle pas de force gravitationnelle pour moi, par exemple, qui suis sur Terre. Même si, en réalité, c'est une force gravitationnelle. C'est la force gravitationnelle qui exerce la Terre sur moi. Mais pour être plus simple, vu qu'on cette force existe partout, donc quand on est sur Terre, on va plutôt parler de poids. Le fait que la Terre m'attire, c'est la force gravitationnelle qu'elle exerce sur moi, mais pour simplifier, on va dire que c'est mon poids. Même si c'est elle qui m'attire, on parle de mon poids. Donc justement, on va faire l'inventaire des forces ici. Je ne vais pas vous donner toutes les forces, je vais peut-être vous en donner 3, 4, allez 4 pour cette année. Les autres, je vous dirai lesquels il faut connaître et lesquels vous n'avez pas forcément besoin de connaître même pour jusqu'à la terminale. C'est-à-dire que si vous ne les connaissez pas, on vous les donnera de façon dans l'exercice, on vous dira exactement ce que c'est. Donc le poids, il faut absolument le connaître. Donc le poids, quelle est sa norme? C'est m fois g. Ça, vous l'avez déjà vu. Donc la norme, c'est il faut toujours une valeur. Donc si vous connaissez la masse du système et g, c'est l'intensité de la pesanteur, 9,81. Vous faites le produit des deux, m fois g, et vous trouvez la norme de la masse, la norme du poids, pardon. La direction, on a dit que c'était toujours une droite. Donc qui exerce une force sur qui? C'est la Terre qui exerce une force sur moi, par exemple, si je suis le système. Donc c'est le centre de la Terre qui exerce une force sur mon centre à moi. On parle toujours de centre dans la mécanique pour simplifier les choses. Donc ça veut dire que la droite, donc la direction, ça va être la droite qui passe par mon centre d'inertie et le centre d'inertie de la Terre. Le sens, vu que c'est moi qui suis attiré vers le centre de la Terre, donc c'est vers le bas. Mais pour être plus précis, on parle toujours de deux points. Vous vous souvenez de A vers B ou de B vers A. Quels sont les deux points? Mon centre d'inertie et le centre d'inertie de la Terre. Donc c'est de mon centre d'inertie vers le centre d'inertie de la Terre. Et le point d'application, comme c'est une force à distance, c'est-à-dire que la Terre, elle m'attire, même si je suis dans un avion, par exemple, même si je suis en train de voler, elle m'attire quand même. Donc, je ne vais pas prendre le centre de la surface de contact, parce qu'il n'y a pas de contact entre moi et la Terre, entre moi et le centre de la Terre, pour être plus précis, mais je vais prendre le centre d'inertie du système. Donc, mon centre d'inertie à moi, si je prends mon exemple. Donc, c'est ce qu'on a ici. Maintenant, la réaction du support. Qu'est-ce que la réaction du support? C'est quand vous êtes sur une table, sur une chaise, sur le sol, ben,
ça vous retient. Sinon, votre poids ferait que vous vous enfonceriez dans le sol, vers le centre de la Terre. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous enfonciez pas? C'est le fait que le sol exerce une réaction par rapport au poids. Réaction, ça veut dire que ça réagit. Ça réagit, ça veut dire que si votre poids est de 500 newtons, je dis n'importe quoi, la réaction du support va aussi être de 500 newtons pour compenser le poids. Donc, quelle sera la norme? Elle dépendra de votre poids. Ce sera la même que le poids normalement. Sauf s'il y a une inclinaison dans le support. Mais ça, on verra ça plus tard. La direction, faites attention cette fois-ci, ce n'est pas la même chose que pour le poids. La direction de la réaction du support, c'est toujours une perpendiculaire au plan du support. Donc si le plan du support est horizontal, la perpendiculaire, ce sera une verticale. Par contre, si le plan du support est incliné, la perpendiculaire sera aussi inclinée. Ce ne sera pas une verticale. Le sens, c'est toujours vers le haut. En fait, c'est opposé au poids. Comme le poids est vers le bas, la réaction du support est vers le haut. Si c'est un plan incliné, c'est pas tout à fait vers le haut par rapport à la verticale, mais incliné. Et c'est toujours vers le haut de toute façon. Et quel est le point d'application? Vu que cette fois-ci, la réaction du support est une force de contact, donc le point d'application, ce sera au centre de la surface de contact entre les deux, entre le système et le support. Donc, par exemple, si c'est moi qui suis sur mes deux chaussures, donc je prends la surface de mes deux chaussures et puis je trace le centre. Donc, au niveau du centre, c'est là que je vais mettre ma réaction du support. Donc ici, je remets le poids, et la réaction du support, ça va être quoi? Ici, comme c'est un cercle, il y aura à peu près juste un seul point qui sera sur le support. Donc je vais commencer ici, pour la réaction du support. Je ne commence pas au centre d'inertie. Ça voudrait dire sinon que c'était une réaction, c'est une force à distance. Or, ce n'est pas le cas. Troisième force que vous devez connaître, ce sont les forces de frottement. Donc les forces de frottement, la norme, on ne la connaît pas, elle dépend de la vitesse. Donc plus la vitesse est importante, plus les forces de frottement sont importantes. Ça, vous pouvez faire l'expérience vous-même. Plus vous allez lentement, moins ça frotte avec le sol. Plus vous allez vite, plus ça frotte. La direction, c'est la même que le vecteur vitesse. Et le sens est opposé au vecteur vitesse. Pourquoi? Parce que les forces de frottement s'opposent à la vitesse, s'opposent au mouvement. Si vous allez vers l'avant, ben, ça vous freine, les forces de frottement. Donc ça vous tire vers l'arrière. C'est comme si vous avez quelqu'un qui vous tirait vers l'arrière. Et le point d'application, vu que c'est une force de contact, donc c'est le centre de la surface de contact entre le système et le support. C'est ce qu'on a ici. On a le poids, la réaction du support qui est perpendiculaire au support, et les forces de frottement qui, vu que la vitesse est vers le bas, donc les forces de frottement seront vers le haut. Mais c'est même direction, ça veut dire parallèle. Les deux vecteurs sont collinéaires. Quatrième force que vous devez connaître pour les exercices qu'on va faire juste après, c'est la tension d'un fil. Donc la tension d'un fil, sa norme dépend du système et du fil, donc ça on ne vous posera pas de questions sur ça. Vous n'avez pas une formule comme pour le poids. La direction, c'est la direction du fil tendu. Attention, il faut absolument qu'il soit tendu. Et le sens, c'est vers le point de fixation du fil. Donc, où est-ce que le fil est fixé? Donc c'est le sens, pour être plus précis, c'est du point de fixation du fil au système vers le point de fixation du fil sur le plafond, par exemple. Donc, je vais donner un exemple ici. Et comme on a une surface de contact ici, c'est une force de contact, le point d'application, ce sera au point de contact entre les deux. Exemple, vous avez un pendule. Donc, quel sera le poids? C'est comme tout à l'heure. On commence au centre d'inertie. Et cette fois-ci, la tension du fil, c'est elle qui joue le rôle en fait de la réaction du support. Vu qu'il n'y a pas de support ici, la boule n'est pas sur un support. Donc la tension du fil, elle va retenir cette boule-là. Donc, quelle est la direction? C'est la direction du fil, c'est ce qu'on a dit, qui est tendu. Quel est le sens? C'est vers le point de fixation du fil. Le fil est suspendu par exemple au plafond ici. Donc c'est vers le haut ici.
Et où est-ce qu'on démarre cette force? On la démarre au point de contact entre le système, donc qui est la boule ici, et le fil. Donc on démarre ça ici. Les autres, je vous laisserai les lire seuls, ce sera utile surtout pour l'année prochaine. Mais on en aura peu besoin tout de suite. Donc vous en avez 4 à connaître pour cette année. C'est les 4 qu'on a vus juste avant. Donc à partir de ça, on a vu ce qu'était un mouvement, on a vu ce qu'était une force. Donc pour faire le lien entre les deux, on a un principe qui s'appelle le principe d'inertie. Galilée, en 1638, a énoncé son principe qui disait qu'un corps soumis à des forces qui se compensent, ça veut dire des forces qui s'annulent, ça veut dire que si je vous tire d'un côté et que quelqu'un vous tire d'un autre côté, ça s'annule. Vous n'allez pas bouger. Alors que si je vous attire moi d'un côté et que personne ne vous tire de l'autre côté, vous allez bouger. Donc, si un corps est soumis à des forces qui se compensent, donc qui s'annulent, ou à aucune force, on dit qu'il reste immobile. S'il l'était initialement, donc s'il était immobile au départ, il va rester immobile. Donc si je vous tire de deux côtés, vous étiez immobile, vous restez immobile. Et par contre, s'il avait un mouvement au départ, donc s'il avait une vitesse, donc si par exemple vous étiez sur une piste de patinoire, vous étiez tranquillement en train d'avancer à une vitesse constante, si je vous tire d'un côté et que quelqu'un vous tire de l'autre côté, pareil, ou alors si personne ne vous touche, pareil, donc dans ce cas-là, vous allez garder votre vitesse constante et vous allez aller toujours tout droit. Donc mouvement rectiligne uniforme. Donc retenez le principe d'inertie par des forces et arrive au mouvement. Donc si vous avez un corps qui est soumis à aucune force ou des forces qui se compensent, dans ce cas-là, votre mouvement sera rectiligne et uniforme. Immobile, c'est la même chose que rectiligne uniforme en fait. Parce que uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante, et une vitesse qui est égale à 0, c'est aussi constant. Donc immobile, c'est aussi une vitesse, un mouvement rectiligne uniforme, pardon. C'est quoi la réciproque du principe d'inertie? Je vous rappelle que réciproque en français, ça veut dire si vous avez une phrase avec une proposition A et une proposition B, par exemple si A alors B, la réciproque dit que si B alors A. C'est pas toujours vrai. C'est pour ça qu'il y a des réciproques qui sont fausses en français. Par contre, la réciproque du principe du théorème de Pythagore, par exemple, elle est toujours vraie. La réciproque du principe d'inertie est toujours vraie aussi. Donc, un exemple qui n'est pas vrai, par exemple, si je vous dis si vous travaillez en cours, alors vous aurez de bons résultats. La réciproque dirait si vous avez de bons résultats, alors c'est que vous avez bien travaillé en cours. Et là, normalement, c'est vrai quand vous êtes par exemple à l'université ou au lycée, dans les spécialités, etc. C'est pas forcément vrai au collège. Au collège, vous avez déjà vu que vous pouvez avoir de bons résultats même sans travailler beaucoup. Mais plus vous avancez dans les études et moins c'est le cas. Donc plus la réciproque est vraie. Donc ici, l'exemple que je vous donne, c'est un bloc de glace par exemple qui est posé sur un camion. Ben, si vous avez le poids qui est ici et la réaction du support qui est ici, vous n'avez aucune autre force qui agit. Donc le poids est égal à la réaction du support en norme, donc la norme est la même. Par contre, le sens est différent, ça veut dire que les deux s'annulent. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de force. Donc on dit que les forces se compensent. Si les forces se compensent, donc s'il était immobile au départ, il va rester immobile. S'il avait un mouvement rectiligne uniforme au départ, il va continuer son mouvement rectiligne uniforme jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il y ait une autre force qui agisse sur lui et qui ne se compense pas par une autre. Et vous verrez l'année prochaine que, pour ceux qui feront de la physique, que ce principe d'inertie va être repris par Newton et va être connu sous le nom de la première loi de Newton. Donc cette première loi de Newton, on va dire que ce qui change, c'est surtout le référentiel galiléen. Ça, je vais pas m'attarder dessus. Vous allez le voir l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de retenir ça. Donc si la somme des forces, ça veut dire somme, si la somme des forces extérieures au système est égale à un vecteur nul, donc ça veut dire que si soit il n'y a pas de force du tout, donc 0,
vecteur nul, soit vous avez plusieurs forces, mais elles s'annulent entre elles, donc ça fait 0. Dans ce cas-là, alors, et ça va dans les deux sens, ça veut dire que la réciproque est vraie aussi, ça veut dire que la vitesse est constante. Mais attention, le vecteur vitesse est constant. Ça veut dire quoi que le vecteur vitesse est constant? Ça veut dire que la norme de la vitesse est constante, la direction de la vitesse est constante, et le sens de la vitesse est constant. Donc la norme de la vitesse constante, ça vous avez l'habitude, ça veut dire que si vous alliez à 10 mètres par seconde, vous continuerez toujours à 10 mètres par seconde, donc ça veut dire que la vitesse, norme de la vitesse est constante. Si la direction et le sens sont constants, ça veut dire que si la direction est constante et le sens constant, ça veut dire que vous allez toujours tout droit. Parce que quand vous tournez, la direction n'est pas constante. Direction constante, vu que la direction est une droite, si la direction est constante, ça veut dire que vous allez tout droit. Donc, vecteur vitesse égale constante, dedans, vous avez quoi? Vous avez mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne parce que sens et direction constants, uniforme parce que norme de la vitesse constante. Et ça veut aussi dire que si la vitesse, le vecteur vitesse est constant, ça veut dire que si vous prenez un vecteur vitesse à un moment de la trajectoire et un autre vecteur vitesse à un autre moment de la trajectoire, vu que c'est constant, vous faites la soustraction des deux, ça fera 0, ça fera vecteur nul. Donc ça veut dire variation. Donc la variation, si le vecteur vitesse est constant, donc sa variation, elle est nulle, forcément. Quelques exemples, et là ça va être intéressant, c'est là que ça va être le plus intéressant. On prend une marmite. Donc le système, c'est la marmite. J'aurais peut-être dû mettre entre crochets, entre accolades. Système, marmite, entre accolades. Le centre d'inertie ou centre de masse du système, c'est ici. C'est le centre géométrique, on va dire. Si elle était pleine, même si elle n'est pas pleine ici. On va dire que c'est ici. Donc son poids, on le démarre au point G. Et vu que c'est vers le centre de la Terre, c'est vers le bas. Donc c'est toujours, de toute façon, c'est toujours vertical. Le poids est toujours vertical. La réaction du support, on le démarre au point de contact, au centre de la surface de contact entre la marmite et la table, donc ici, et pas ici, et c'est vers le haut. Et si je fais cette norme-là, donc cette taille-là, et la taille du poids, c'est la même taille. Donc la norme est identique. Donc ça veut dire que les deux forces vont s'annuler, ou vont se compenser. Donc ça plus ça est égal à 0, égal à vecteur nul. Donc, selon le principe d'inertie, comme les forces se compensent, donc le mouvement sera rectiligne et uniforme. Et vu que la vitesse initiale de la marmite était de 0, donc elle va rester de 0. Donc la marmite reste immobile. Logique. Autre exemple. Cette fois-ci, on a une tasse. J'aurais pu prendre la marmite aussi. On a une tasse sur un plan incliné. Une table qui a été soulevée, par exemple. Donc le système, c'est la tasse. Le centre d'inertie de la tasse, c'est G, au centre de la tasse. Et son poids démarre à ce point-là. Et il est toujours vertical. Cette fois-ci, la réaction du support, elle va être comment? Donc, elle va démarrer au centre de la surface de contact, donc ici, et elle va être pas verticale, justement, mais elle va être perpendiculaire au support. Le support, c'est la table. Donc, ça va être comme ça. Est-ce que les deux s'annulent cette fois-ci? Non. Donc, comment est-ce que je peux faire la somme de ces forces-là? Donc, P plus R, ben, il y a aussi la force de frottement, je ne pensais pas que je l'avais mise. Donc, il y a aussi une force de frottement qui est dans ce sens-là, vu que la table, la tasse va vers le bas, donc sa vitesse sera vers le bas, donc la force de frottement est vers le haut. Donc si je fais P plus R plus F, si je trouve quelque chose qui est égal à 0, vecteur nul, dans ce cas-là, la tasse restera immobile. Mais là, ce serait un peu bizarre qu'elle reste immobile. Ça voudrait dire qu'il faut beaucoup de force de frottement. Un chewing-gum en dessous, par exemple, ou peu importe. Donc, si je fais P plus R, R, je le démarre au niveau de P, de la fin de P, rappelez-vous. Et F, je vais le démarrer à la fin de R, ici. Est-ce que c'est égal à 0? Non. Pourquoi? Parce que ça, plus ça, plus ça, je vous rappelle que la somme, c'est je démarre d'ici, je finis ici. Donc la somme des forces, ça va être ça. Elle va être toute petite, mais elle va être vers le bas. C'est pour ça que la tasse va aller vers le bas.
Donc ici, comme la somme des forces n'est pas nulle, donc le principe d'inertie disait que si on a des forces qui se compensent, dans ce cas-là, le mouvement serait rectiligne et uniforme. Donc là, vu que les forces ne se compensent pas, donc le mouvement de la tasse n'est pas rectiligne et uniforme dans le référentiel terrestre. J'oublie à chaque fois de mettre le référentiel. N'oubliez pas de dire le référentiel. Donc la tasse n'a donc pas un mouvement rectiligne uniforme dans le référentiel terrestre. Ici, elle a un mouvement rectiligne accéléré, jusqu'à ce qu'elle arrive au bout de la table, et dans ce cas-là, ce sera plus rectiligne, mais ce sera parabolique. Autre exemple, on a un panneau, une enseigne. Le poids démarre au niveau du centre d'inertie de l'enseigne. Quelle autre force? Il n'y a pas de réaction du support, vu qu'elle n'est pas posée sur une table ou sur le sol, cette enseigne. Par contre, elle est retenue par des fils ou des cordes. Donc, on va prendre quelles sont les forces qui vont agir ici. Ce seront les forces qu'on appelle tension des fils. Donc, il y a deux fils, donc tension 1 et tension 2. Je vous rappelle que la direction, c'est la direction du fil. Le point d'application, c'est au niveau de l'attache, ici. Et le sens, c'est vers le point de fixation du fil. Donc, est-ce que ces trois forces s'annulent? On va essayer de le faire. Donc, on a P plus T1 plus T2. Donc, à la fin de P, je vais mettre T1. Et à la fin de T1, je vais mettre T2. Et là, on revient bien au point initial. Donc, ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. C'est pour ça que l'enseigne peut rester immobile. Si elle ne restait pas immobile, ça veut dire qu'elle tomberait ou qu'elle glisserait à un moment donné. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que la somme des trois forces ne serait pas nulle. Autre cas, le parachute. Donc, je vais prendre les deux cas. Le cas où l'homme est sans parachute et le cas où l'homme est avec un parachute. Donc, pour ce cas-là, le système, c'est l'homme. Encore une fois, j'ai oublié les, les accolades pour les deux. Le centre d'inertie est ici, à peu près au niveau du nombril pour l'homme. Et pour le parachute plus l'homme, il va remonter un petit peu parce qu'on prend en compte aussi la masse du parachute, même si elle n'est pas très très grande. Donc le poids. Donc, pour l'homme, on aura le poids plus la force de frottement, plus la poussée d'Archimède. Pardon. Je ne vous l'ai pas dit ça en fait, les forces de frottement de l'air, ça je vous l'ai déjà dit. On a des forces de frottement pour les supports, mais aussi pour l'air. Et quand on est dans un fluide c'est un gaz ou un liquide. Donc quand on est dans l'eau, on a une poussée d'Archimède qui fait qu'on peut flotter dans l'eau. Mais quand on est dans un gaz, donc comme l'atmosphère par exemple, c'est vrai aussi. Flotter, c'est compliqué pour nous, mais les oiseaux peuvent le faire par exemple. Alors que si les oiseaux étaient sur la Lune, ils ne pourraient pas voler en fait, parce qu'il n'y a pas d'air. Donc pas de poussée d'Archimède. Donc on a cette fois-ci le poids, les forces de frottement, de l'air et la poussée d'Archimède. Si je fais la somme des trois, donc poids plus poussée d'Archimède plus force de frottement, est-ce qu'on revient au point de départ? Non. Donc la somme des forces, c'est ça. La somme des forces est vers le bas, c'est pour ça que lui accélère vers le bas. Donc il va se cracher à un moment donné. Donc, comme la somme des forces n'est pas nulle, l'homme n'a donc pas un mouvement rectiligne uniforme dans le référentiel terrestre, mais il a un mouvement rectiligne et accéléré. Dans le cas du parachute, qu'est-ce qui va changer? Son poids, ça va être à peu près le même, un tout petit peu plus grand à cause du parachute. La poussée d'Archimède sera plus grande, et la force de frottement sera plus grande aussi, à cause du parachute. Dans ce cas-là, si je fais la somme des trois, ça va faire poids plus poussée d'Archimède plus force de frottement, et là, on voit qu'on revient au point de départ. Donc la somme des trois forces sera nulle, sera un vecteur nul. Donc dans ce cas-là, l'homme aura un mouvement rectiligne uniforme. Donc en fait, quand vous avez un homme qui saute en parachute, au début, il va accélérer. Pourquoi? Parce que la somme des forces ne sera pas nulle. Mais plus il va accélérer, plus sa vitesse va grandir, plus les forces de frottement grandissent aussi. Parce que vous avez dit que c'était lié à la vitesse. Donc à un moment donné, ça va compenser pile poil le poids.
Et dans ce cas-là, vous aurez un mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire que le parachutiste, avec son parachute, ne va pas gagner de vitesse. Donc il pourra arriver tranquillement vers le sol avec la même vitesse, sans accélérer. Un petit exercice. Ici, vous avez un skieur qui a une certaine vitesse. Je vous rappelle, la vitesse n'est pas une force. Donc ici, je vais vous demander de représenter sur le schéma chacune des forces. Donc essayez de mettre pause et essayez de faire ça chez vous sur un petit brouillon. Donc, quelles sont les forces qui s'exercent sur le skieur? Donc ici, je vous les donne en fait. Vous avez le poids, la réaction du support et les forces de frottement. Et je vous donne à chaque fois des valeurs. Donc prenez une échelle, par exemple 800 newtons, ça équivaut à 8 cm, 750 newtons, ça équivaut à 7,5 cm, et 120 newtons, ça équivaut à 1,2 cm par exemple. Donc là, je le fais. Donc, première question, le poids, force de réaction du support et force de frottement. Donc j'ai bien respecté les valeurs. Donc, ici, par exemple, j'ai mis 8 cm, 7,5 cm et 1,2 cm. La deuxième question, qu'est-ce que c'était? Je vais relire les questions parce que je ne les ai pas bien. Donc représenter la résultante des forces, donc la somme des trois forces. Et ensuite, quel est le mouvement du skieur? Donc là, on a ces trois forces. Quelle est la somme des trois? Bon, je vais prendre P et je vais mettre Rn à la fin de P, puis F à la fin de Rn, les uns à la suite des autres. Donc là, on a ça. Est-ce qu'on revient au point de départ? Non. Donc la somme des forces, c'est départ jusqu'à arrivée. La somme des forces, donc ça va être... Qu'est-ce qui se passe? Oula, ça va être ça. Donc la somme des forces, ça va être ici. Point de départ, point d'arrivée. Donc ça veut dire que le skieur va aller vers le bas. Donc d'après la réciproque du principe d'inertie, le skieur étant soumis à des forces qui ne se compensent pas, le mouvement de celui-ci n'est donc pas rectiligne uniforme. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de réciproque ici? C'est pas la réciproque, c'est le principe d'inertie, parce que là je suis parti des forces et je suis arrivé comment dire, au mouvement. C'est quand on part du mouvement et qu'on arrive aux forces qu'on parle de réciproque. Donc là, c'est d'après le principe d'inertie. Le skieur est soumis à des forces qui ne se compensent pas, donc le mouvement de celui-ci n'est pas rectiligne uniforme. Il est rectiligne et accéléré. Est-ce que je vous parle de ça? Oui, très rapidement. Vitesse moyenne, ça vous connaissez déjà, donc je vais aller très vite. C'est d sur delta t, une vitesse moyenne. Pour avoir un vecteur vitesse au lieu d'une distance, on va mettre le vecteur G1, G2, que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, non, pas ça. Imaginez que cette voiture-là est au point G1 et elle arrive au point G2. Là, ce que vous feriez, c'est d sur delta t. Donc, quelle est la distance qu'il a parcourue pendant quelle durée, pour trouver la vitesse moyenne. Mais pour trouver le vecteur vitesse moyen, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez le vecteur G1, G2 au lieu de d. D, ce serait la norme de G1, G2. Donc là, on prend le vecteur, divisé par delta t. C'est exactement la même formule en vrai. Sauf que G1, G2, on a vu tout à l'heure que c'était égal à OG2 moins OG1, ou alors delta OG. Donc finalement, la vitesse moyenne, c'est delta OG sur delta t. Donc on a deux delta. Comment est-ce qu'on va utiliser ça? On va l'utiliser par exemple dans un mouvement circulaire. Donc, je reviens en arrière. Il faut delta OG. Ça veut dire qu'il faut un OG final moins un OG initial, ou un OG après et un OG avant. Un vecteur OG. Donc si je veux connaître les vitesses V5 et V7 par exemple, comme V en un point I, imaginez que ce soit en 2 ici, c'est delta OG sur delta T. Ce delta OG, c'est quoi? C'est le G du point qui est juste avant I, donc I-1, et le G du point qui est juste après I. Si vous avez V2 par exemple, vous prendrez G1, G3, G1, G3. Si vous avez V7, vous prenez G6, G8. Donc le point d'avant, le point d'après, divisé par delta T. Donc,
Ça veut dire que V5, ce sera G4, G6 sur delta t, et V7, ce sera G6, G8 sur delta t. Donc le point d'avant, le point d'après. G4, G6, il est là, et G6, G8, il est là. D'où leur norme. Donc V5, ce sera G4, G6 sur delta t, et delta t, c'est quoi? C'est 2 taux. Pourquoi? Parce que je vous ai dit ici que taux, c'était 0,20 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que j'ai pris un autre point, ça veut dire qu'il s'est passé 0,20 secondes. Ça veut dire que là, c'est comme si je prenais des photos toutes les 0,20 secondes et que l'objet était ici, puis ici 0,20 secondes plus tard, puis ici 0,20 secondes plus tard, etc. Donc pour passer de G4 à G6, il a dû se produire 0,20 secondes plus 0,20 secondes, donc 2 fois taux. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut savoir quelle sera la norme de V5 pour pouvoir tracer V5? On sait que V5 est proportionnel, n'importe quoi, collinaire à G4, G6. Ça veut dire que V5, vu que c'est la vitesse au point 5, je vais devoir le placer au point 5. Comme c'est collinaire à G4, G6, ça veut dire qu'il va être sur la droite, qui est parallèle à G4, G6. Donc ça veut dire que V5 va être comme ça. Mais quelle taille il aura? C'est pour ça que je calcule la norme. Ce sera 6,4. Pourquoi? Parce que si vous mesurez ça, ça fait 6,4 cm, divisé par 2 fois 0,20. En vrai, ce n'est pas des centimètres qu'il faudrait prendre, hein, c'est des centimètres que vous rapportez à la distance. Et ici, à la distance en réalité. Ici, comme 1 cm sur le papier équivaut à 1 mètre dans la réalité, donc ça revient au même. Donc, ça fait 16 mètres par seconde. Donc, la norme de V5, c'est 16 mètres par seconde. Et comme pour les vitesses, on vous dit que 5 mètres par seconde, ça équivaut à 1 cm, donc ça voudra dire que sur les schémas, je devrais faire une flèche de 3,2 cm. 3,2 cm en partant d'ici et en allant dans ce sens-là. Même sens que G4, G6. Maintenant, pour V7, qu'est-ce que je fais? C'est G6, G8, divisé par 2 taux. G6, G8, c'est pareil, c'est 6,4 cm. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui est uniforme de toute façon. Donc la vitesse est toujours la même, donc j'aurai toujours entre deux points la même distance. Donc j'ai toujours 16 mètres par seconde, donc 3,2 cm. Donc je vais prendre V7 qui démarre au point 7, qui est collinéaire à G6, G8, et donc qui est dans le même sens et même direction que G6, G8, mais avec une norme de 3,2 cm. Donc la vitesse est constante, donc le mouvement de ce système dans le référentiel terrestre est circulaire uniforme. Pourquoi? Parce que c'est la norme de la vitesse qui est constante, pas le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, vous voyez qu'il n'est pas constant, parce que la direction change. Si la direction ne changeait pas, ce serait un mouvement rectiligne. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est le vecteur variation de vitesse. Variation de vitesse, ça va être, je n'ai pas noté ici V7. Bon, ça c'est V5, ça c'est V7. Le vecteur variation de vitesse, delta V6, ça va être V7 moins V5. Donc le point d'avant, le point d'après, moins le point d'avant. Donc la vitesse au point d'après, moins la vitesse au point d'avant. On a vu tout à l'heure que pour soustraire deux vecteurs, il fallait additionner les deux vecteurs, mais en mettant un moins. Donc V7 moins V5, c'est V7 plus moins V5. Ça veut dire que je vais additionner le vecteur V7 et le vecteur moins V5. Comme le vecteur V7, il est ici, je le remets là. Pourquoi? Parce que je veux delta V6, donc je voudrais que le vecteur delta V6 soit au point 6, forcément. Donc le vecteur V7, je vais le mettre au point 6. Et le vecteur moins V5, où est-ce que je vais le mettre? Ici. Donc V5, il est là, ou alors là. En fait, j'aurais pu le mettre ici aussi. Donc V7 moins V5, j'aurais pu le mettre là. Donc, je vais le faire d'ailleurs. Donc le moins V5, c'est comme si il était là. Donc finalement, V7 moins V5, c'est ça. Pourquoi je vous ai mis plutôt le moins V5 ici? C'est pour vous donner que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez deux vecteurs qui partent du même point, vous faites le parallélogramme et vous prenez la diagonale. Donc c'est juste pour changer de méthode. Mais vous auriez pu prendre la même méthode que d'habitude, ça marchait aussi.
Donc voilà, donc là on a le vecteur delta V6. Et en quoi est-ce que c'est important ça? Donc là, on a la norme du vecteur delta V6 qui peut être obtenue en mesurant sa longueur. Donc comme sa longueur c'est 2,5 cm, je l'ai mesuré ici. Donc, imaginez que j'ai une échelle, je peux trouver aussi, ben, j'ai l'échelle ici d'ailleurs. Donc je peux trouver sa vitesse. Donc multiplié par 5 pour retrouver en mètres par seconde. Qu'est-ce qui va m'intéresser ici? Donc 13 mètres par seconde. Qu'est-ce qui va m'intéresser ici? Non, je ne l'ai pas mis. Non, je ne l'ai pas mis. Donc je reviens en arrière. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que le vecteur delta V6, il va pile poil au centre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, ça va être toujours le cas pour un vecteur circulaire, pour un mouvement circulaire. Donc on verra ça juste après. Donc ici, cette fois-ci, vecteur variation de vitesse pour un mouvement rectiligne. Je vais aller très simplement, très rapidement, parce qu'on l'a déjà fait. Donc je veux le vecteur V5 et le vecteur V3. Donc je fais la même chose que tout à l'heure. Donc G2, G4 pour V3 et G4, G6 pour V5. Les normes, je les calcule en faisant 2 tours en bas, donc 2 fois 0,20. Et G2, G4, donc je mesure, j'avais 3 cm, donc ça fait 3 mètres. Donc j'ai 7,5 mètres par seconde. Comme 7,5 mètres par seconde, ça fait 5 mètres par seconde pour 1 cm. Donc vous faites un produit en croix, ça vous donne 1,5 cm. Donc au point 3, ici, vu que c'est V3, je vais placer mon vecteur V3. Et je vais lui donner 1,5 cm. Ce sera mon vecteur V. Pareil pour le vecteur V5. G4, G6, c'est 12 cm cette fois-ci. Parce que cette fois-ci, c'est un mouvement accéléré. Donc vous voyez que G2, G4, c'était 3 cm, mais G4, G6, c'est 12 cm. Donc 12 divisé par 2 fois 0,20, ça donne 30 mètres par seconde. Et ces 30 mètres par seconde, si je divise par 5, ça fait 6 cm. Donc ça veut dire que je devrais avoir mon vecteur V5 qui va démarrer au point G5, qui va être collinaire au vecteur G4, G6, donc vers la droite. Collinaire, c'est-à-dire même direction, mais il est aussi de même sens. Et il va faire 6 cm. Donc voilà, j'espère que c'est compris pour comment est-ce qu'on trace des vecteurs. Et ça, il y en aura vraiment besoin pour l'année prochaine aussi. Ceux qui feront de la spécialité physique-chimie. Donc la vitesse augmente, on le voit ici, 7,5 au départ, 30 juste après. Donc on a un mouvement rectiligne parce qu'on voit que les différentes positions au cours du temps forment une droite, donc mouvement rectiligne, mais pas uniforme, accéléré, parce que la vitesse augmente. Et là on a bientôt fini. Pour faire le vecteur variation de vitesse, je dois faire V5 moins V3. V5 moins V3, c'est delta V4. Et ici, c'est plus simple pour un mouvement rectiligne parce que tout est dans le même, sur la même ligne en fait. Donc je ne vais pas aller plus loin que ça, on a 23 mètres par seconde. Donc relisez ça chez vous tranquillement. Je ne vais pas aller plus loin que ça, je vous laisse lire ça chez vous. Pour un mouvement rectiligne uniforme, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on a deux vecteurs qui sont identiques. Et quand deux vecteurs sont identiques, pardon, je reviens en arrière, la somme des deux est nulle. Donc dans ce cas-là, si la somme des deux est nulle, ça veut dire que V5 moins V3 est égal à 0, ça veut dire que delta V égale à 0. Vecteur nul. Donc ça veut dire que la vitesse ne varie pas. Donc si la vitesse ne varie pas, le mouvement est uniforme. Et on va terminer par la deuxième loi de Newton, ou plutôt une introduction à la deuxième loi de Newton. La somme vectorielle des forces extérieures au système étudié qui s'exerce sur lui est collinéaire au vecteur variation de vitesse. Donc si vous avez la somme des forces est collinéaire au vecteur variation de vitesse. Ou alors, collinéaire, ça veut dire en fait proportionnel. Sauf que c'est quand on parle de vecteur. Donc ça veut dire que c'est multiplié par un certain coefficient de proportionnalité, K. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on a? On a m fois delta v sur delta t. Ce delta v sur delta t, vous verrez l'année prochaine que c'est l'accélération. Donc on aura la somme des forces qui est égale à la masse du système fois l'accélération du système.
Et qu'est-ce qu'on appelle K ici? C'est le M divisé par delta T, parce que c'est constant. Donc, un exemple pour la Lune. Tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai repris exactement la même chose que ce qu'on a fait pour le mouvement circulaire. Donc, pour la Lune, si je devais tracer le vecteur delta V6, il serait comme ça. Or, la force, elle serait comment? Quelle force est appliquée à la Lune? C'est la force qui exerce la Terre sur la Lune. Et si la Terre attire la Lune, ça veut dire que la force est vers la Terre. Et là, vous voyez que F et delta V6 sont collinéaires. Donc, on revient à la deuxième loi de Newton. Donc, somme des forces est égale à K fois delta V6. Et là, je vais m'arrêter ici. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde et à très bientôt.